Bonjour à tous. C'est très gentil d'être venus tous pour me voir. Ah non, pardon. Donc, on est très heureux, je suis le doyen de cette faculté de droit, économie, gestion, et je suis très heureux de vous recevoir tous ce soir, et bien sûr de recevoir Jamy, que comme beaucoup, je pense, dans la salle, y compris des très jeunes, hein, voilà. Ils ont pris leur goûter, donc c'est bon. Voilà. Il y avait un peu plus vieux aussi. Ah oui, il y avait un peu plus vieux aussi, d'accord. On a l'impression, moi je ne vous connais pas, ou très peu, on s'était croisés à Blois l'an dernier au rendez-vous de l'histoire, et comme le thème était Eureka, je vous avais trouvé, effectivement. Et donc, on a l'impression de très bien vous connaître, hein. Alors moi en tout cas, parce que j'ai 4 enfants, voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait une photo tout à l'heure, sinon je ne revenais pas vivant chez moi. C'est ça, voilà. Et donc, à Blois, vous n'étiez pas dans la maison du doute, même si le doute en science, c'est toujours très positif. Et donc, des écrans et des savoirs ce soir. Alors, je vous rassure, je vais vite céder la parole à des gens intéressants. Des écrans et des savoirs. Il y a beaucoup de gens, vous savez, dans le PAF, comme on dit, dans le paysage audiovisuel français, qui cherchent surtout à libérer de l'espace de cerveau pour les publicités. Bon, vous, c'est un petit peu le contraire. Et c'est bien parce que vous me rajeunissez. Vous me rappelez une période où le service public, mais c'est souvent encore le cas, aussi bien à la radio qu'à la télévision, essaye d'éduquer, essaye de donner envie, essaye d'exciter la curiosité, en particulier des jeunes. Et on a l'impression que la caméra remonte le temps avec vous, que la science accède à 5 colonnes à la une. Et vos questions sont toujours nos réponses, bien sûr. Hein. Et puis, vous vous intéressez aussi à la santé. La santé, c'est un thème qui est très, dans l'actualité ici à Orléans, parce que on souffre d'une désertification médicale terrible. Mais on va tout faire pour arranger ça, peut-être avec une faculté de médecine. Une fac de droit, c'est bien. Une faculté de médecine, ça sert aussi. Donc, je vais vite me taire, parce que je crois que c'est clair pour tout le monde maintenant. Et je vais bien sûr vous céder la parole, ainsi qu'à mes collègues et amis, Evelyne, Marivonne et Geneviève Goethem. Merci beaucoup, Jamy, et très bonne soirée à tous. Merci, cher doyen. Merci beaucoup. Donc, bonjour, messieurs, dames, bonjour à tous. Je suis chargé, au nom du président de l'Université d'Orléans, de souhaiter déjà la bienvenue à Jamy au sein de cette université et de vous remercier déjà tous pour être présents aujourd'hui. C'était pas facile de récupérer la place du président, je l'ai envoyé à Bourges. C'est juste pour savoir en fait. Donc, en fait, cette journée s'inscrit dans une longue liste d'actions de l'université en faveur de l'accessibilité des jeunes vers les sciences, en faveur des jeunes vers les sciences, des têtes, je pense à Édifice, à la Maison pour la Science, qui par ailleurs en fait parraine cette manifestation, à une opération qui a malheureusement trop bien marché, qui s'appelle Passage, qui va probablement renaître de ses cendres de ce jour, au Cordée de la Réussite, à différentes conférences, au Studium. Par ailleurs, je vous incite tous à garder un œil à ces manifestations, à la Fête de la Science, on n'est pas les seuls, et bien d'autres, par ailleurs. Lorsque je préparais le discours, par ailleurs, en fait, un remerciement à Florence Abriou, qui est notre chargée de mission campus, qui m'a aidé, je pensais en fait au phénomène naturel qui nous entoure, que l'on comprend pas toujours très bien. Je pensais en particulier, en fait, étant grec, à Zeus. Vous l'avez tous vu, en fait, des images de Zeus, torse nu, branlant la foudre, prêt à la balancer, en fait, à quiconque le défierait. Tu vois très bien. Oui, je ne m'aime pas torse nu, parce que la comparaison serait malheureuse pour Zeus. Mais bon. Et puis, tout ça pour dire, en fait, qu'à l'Antiquité, ils croyaient quelque part que les foudres, c'était Zeus qui les balançait à tort et à travers. Vu le nombre d'impacts sur Terre, à quelques centaines de milliers, je crois, par jour, et le nombre de gens, en fait, qui ont été touchés, certainement, ils visent très mal. Mais bon. Et puis, les temps ont passé, et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, je voyais mes 2 garçons regarder une émission de Jamy sur, justement, en fait, la création des foudres. Et au-delà de l'émerveillement
que ça a provoqué une cascade de questions. Papa, pourquoi ci, papa, pourquoi ça? Et finalement, c'est ça qui était le plus intéressant. Pas seulement ils ont compris quelque chose sur les phénomènes, mais ça a attisé leur curiosité. Donc on parle de vulgarisation des sciences, du mot vulgaris, rendre populaire et commun. La science est aussi une richesse, et en tant que telle, elle doit être partagée. C'est une fierté pour nous tous, pour l'humanité, et en tant que telle, elle doit être valorisée. C'est une passion pour les scientifiques, et en tant que telle, évidemment, elle doit être transmise. Mais ce n'est pas que pour nous, je crois. Évidemment, en fait, c'est une avancée pour notre espèce. Elle doit être enseignée en tant que telle. Elle est complexe, et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Elle est complexe, et du coup, en fait, elle doit être expliquée, rendue accessible. Elle est à la fois universelle, et donc doit être diffusée. J'ai fait une longue liste, mais je ne vais pas tout lire, vous inquiétez pas. En progrès, donc, elle doit être étudiée, on doit privilégier, on doit soutenir la recherche, c'est extrêmement important. Cosmopolite, et ainsi elle doit être aimée, et in fine, un bouclier pour l'humanité. Donc, Jamir a pris cette mission, ces missions en fait, à bras le corps. Il les mène à merveille, je ne pourrais rien, évidemment, il y a peu de gens qui pourraient faire aussi bien. J'ai retrouvé en fait dans les textes, dans les journaux en fait, plein de qualificatifs, le vulgarisateur scientifique le plus populaire, source d'inspiration. Il comble évidemment, comme disait en fait, un gap intergénérationnel. Bref, c'est là que je voulais revenir, une source d'inspiration pour nous tous. J'aimerais juste clôturer en remerciant tous ceux qui ont travaillé pour cette manifestation, DG qui nous accueillent dans ces locaux, Jean-Louis Talon en fait, et l'ensemble des services culturels, l'ESP, le COST, la Maison pour la Science, Centre Science, pour ne pas oublier, je ne sais pas où il est, et terminer en vous signalant que la séance en fait sera filmée. Ça ne devrait pas vous empêcher de poser des questions et de vous emparer de la parole. Merci. Merci. Je pourrais presque partir vu la dose de compliments et aller me coucher tranquille ce soir et bien dormir. Je m'installe là. Bien, bonjour à tous. Donc, c'est à nous que revient la tâche de commencer à introduire un petit peu Jamy et ses émissions. Et puis ensuite, ce sera à vous de poser des questions. Alors, pour commencer, en arrivant ici, j'entendais les étudiants qui disaient « Oh, moi, je viens parce que Jamy, c'est mon héros. C'est mon héros d'enfance. » Donc, voilà, vous êtes un héros. Alors, comment on devient un héros ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur votre formation, votre parcours pour commencer ? Alors, il faut une grande marmite. Non, d'abord, on n'envisage pas ça du tout, à aucun moment. Juste pour vous dire, quand on a créé C'est pas sorcier avec Fred, c'était en 1994. Et à l'époque, moi, j'étais journaliste reporter. Je venais d'être papa, ou j'allais être papa. Et je m'étais dit, tiens, ce serait marrant, ce serait surtout très intéressant que je passe les 2-3 premières années de mon fils à ses côtés et aux côtés de sa maman, puisque je voyageais beaucoup. Donc, on s'était dit avec Fred, tiens, si on pondait une émission de science, parce qu'à l'époque, on travaillait l'un et l'autre sur des sujets de science, ça pourrait le faire. Voilà. Et donc, on a créé ce concept. J'aurai peut-être l'occasion de vous dire pourquoi et comment. Et on n'avait absolument pas l'intention, ni lui ni moi,
de fabriquer cette émission pendant 19 ans. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'au départ, on coche pas la science, on coche pas la case héros. Non. Bien. Alors, bon, vous avez un baccalauréat littéraire. Oui. Et une formation de journaliste. Oui. Or, le sens commun considère qu'il faut être un scientifique pour parler de science. Est-ce qu'au contraire, ce profil à la fois littéraire et journalistique n'était pas au contraire le profil idéal pour, d'une certaine manière, rendre la science intéressante? Je pense. En fait, il faut être scientifique pour faire de la science. Mais pour en parler, pas forcément, à condition qu'on fasse l'effort de comprendre. Moi, j'ai toujours eu le sentiment de faire le b.a.-ba du journalisme. C'est-à-dire, je me pose une question, je vais chercher la réponse, je comprends la réponse, et ensuite je la traduis. C'est ce que j'ai fait dans C'est pas sorcier. C'est ce que je fais dans Le Monde de Janie. C'est ce que j'ai fait dans les autres émissions que j'ai présentées. Incroyable expérience. Aujourd'hui, comme une envie de jardin. C'est toujours ainsi que j'ai procédé. Comprendre. Mais vraiment comprendre. C'est-à-dire que je ne tends pas mon micro complaisant à un scientifique qui m'explique quelque chose et je vais faire 2 points de montage, un lancement et puis ma foi, c'est le scientifique qui parle, qui est responsable de ses propos. Non, si je lui pose une question et qu'il me répond, je veux comprendre. Et il faut que je comprenne pour, moi, ensuite, rendre ce propos intelligible. C'est ça, mon boulot. Et il se trouve que, très vite, je me suis aperçu, parce que, bon, dans cette histoire, il y a plein de paramètres qui entrent en question. Ça, c'est la théorie. Mais enfin, c'est la théorie, c'est aussi ce que j'ai fait. Mais il se trouve que la science, et ça je ne l'imaginais pas, la science, les disciplines scientifiques sont des disciplines qui se prêtent de manière extraordinaire au récit. Quand j'étais en seconde, j'ai fait une seconde C malgré tout, mais après je suis passé en littéraire parce que vraiment, j'étais littéraire. Et j'avais envie de devenir... Moi, j'ai eu envie de devenir journaliste à l'âge de 12 ans. Donc, c'est ce que je voulais faire. J'aimais lire, j'aimais écrire, j'aimais raconter des histoires. Quand j'étais en seconde C, probablement parce que je n'y prêtais pas suffisamment d'attention, d'intérêt, je ne m'intéressais pas... Alors, il y a des disciplines qui me plaisaient plus que d'autres, mais je vais vous en citer une, la chimie, par exemple. La chimie m'ennuyait. Attendez. Non, je vous ai dit m'ennuyait. À 27 ans, ça me passionnait. Et raconter, j'ai souvent dit, raconter une réaction chimique, c'est théâtral. Et donc la science est théâtrale. Et donc, voilà, à un moment... Quand on comprend, quand je vous disais l'important c'est de comprendre, eh oui, tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas raconter, on ne peut pas mettre d'humeur. À partir de l'instant où je m'y suis intéressé, où j'ai compris, eh bien là, j'ai pu y mettre de l'humeur. Là, raconter le Big Bang, eh ben, ça devient une formidable histoire. Et quand je l'ai raconté, je me souviens, j'ai fait un théâtre. Voilà. Donc, voilà, les choses se présentent d'une manière, d'une manière qu'on n'appréhende pas forcément comme on le devrait au départ. Voilà, il m'a fallu un peu plus de temps. Voilà. Alors, j'ai 2 garçons qui sont devenus scientifiques, eux. Et je me souviens, quand justement on parlait de chimie il y a quelques instants, quand j'ai commencé à comprendre que c'était un extraordinaire Lego, mécano, et qu'on a commencé ensemble à se raconter des petites histoires comme ça, eh bien ça a été un jeu fabuleux, quasiment tous les jours autour de la table.
non pas de faire du Lego ou du mécano, mais de la chimie. Donc en fait, si on résume, faire de la science, bon, c'est pour les scientifiques, mais tout le monde peut vraiment s'y intéresser. Exactement, et c'est l'objectif finalement des émissions que je présente et que je fabrique. Mon intention n'est pas de... On me dit tout à l'heure, on m'a dit « Ah, vous avez donné envie à des générations de jeunes de devenir scientifiques, ingénieurs. » Je dis « Tant mieux, c'est merveilleux. » Mais mon objectif ne s'est jamais arrêté. Quand je dis arrêter là, c'est pas du tout négatif. Moi, ce que je veux faire, c'est raconter la science, faire en sorte qu'elle soit accessible à tous et pas qu'aux scientifiques. Moi, je milite depuis des années. Alors, je sais qu'on le dit, la science fait partie de la culture générale. Oui, mais quand on interroge les gens à droite, à gauche, quand on leur demande d'écrire ce qu'est la culture, on parle de cinéma, on parle de littérature, on parle de théâtre, on va parler de peinture, de photos, et puis après on va dire et la science. Ah oui, il y a la culture scientifique. Et moi je pense que la culture scientifique, elle fait aussi partie du panthéon de la culture comme le reste. Et moi ce que j'essaie de faire, c'est que la science soit accessible à tous comme un musée est accessible à tous. Il n'y a pas que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les peintres qui vont au Louvre. Il n'y a pas que les cinéastes qui vont au cinéma. Eh bien, la science, ça doit être exactement pareil. Et c'est mon job. Enfin, je le prends comme ça. Alors peut-être juste pour... après, je passerai la parole à mes collègues, mais une toute petite question un peu plus personnelle. Il y a un objet mineur de la ceinture d'astéroïdes qui a été découvert en 1998 qui porte votre nom. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un nom d'astéroïde ? Je me dis, c'est dommage qu'il soit aussi loin parce que je serais bien allé y faire un tour. Voilà. Ça... Oui, mais bon, il y en a un paquet. Hein. Je suis pas le seul. Bien, donc... Mais cela dit, moi, j'essaie toujours de faire feu de tout bois. On me pose cette question, moi, je l'utilise souvent pour dire « Ah, ok, ça va être intéressant parce qu'on va parler de cette ceinture d'astéroïdes. Elle se trouve où, cette ceinture d'astéroïdes, entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses? Qu'est-ce qu'elles font là, qu'est-ce qu'ils font là, ces astéroïdes? Et pourquoi? Et quelle taille font-ils? Et celui-ci, pourquoi est-il? Parce que c'est un petit caillou, hein, moi, le mien, il fait à peu près 3 km, mais il y en a des beaucoup plus gros. Hein, donc... Donc, on ne peut pas tout avoir, on me l'a donné. Okay. Alors, un petit... Enfin, on lui a donné mon nom. Déjà, alors moi, on ne m'a pas donné le nom de l'astéroïde. C'est bon? Bien devant? Ok. Bon, bah, déjà, un petit message de collègues scientifiques. Et effectivement, Jamy donne l'envie aux sciences. Et dans les laboratoires, il faut se rendre compte que nous avons nos jeunes scientifiques qui sont les enfants de ces pas sorciers. Il faut en avoir conscience. Est-ce que vous en avez vous-même conscience? Oui, non, mais dire non, ce serait parce que j'en croise quand même quelques-uns. Oui, j'en ai conscience, mais faut pas non plus, faut garder les pieds sur terre. Oui, je suis d'accord, mais ce jour, cette intervention ici, ce moment-là, m'a fait prendre conscience de l'impact que vous aviez chez les jeunes. Et donc, du coup, cette notion de vulgarisation scientifique, est-ce que pour vous, ça peut avoir des côtés pervers justement sur justement comment on voit les sciences, qu'est-ce qu'on en fait, sans compter que nous, en tant qu'enseignants, on peut y voir un côté pervers parce que nous, on a des étudiants. J'étais là devant des étudiants cet après-midi. Je suis là ce soir. Parfois, on a du mal à faire passer un message et... moi, ce qui me désole, entre guillemets, je dis bien, c'est que Jamy, dans son camion, il fait passer le message. Donc, ça veut dire quoi, tout ça? Il y a plein de questions dans cette question. Oui.
La première chose sur l'impact, encore une fois, il y a des concours de circonstances. Il se trouve que, je pense, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, entre guillemets, scientifique à la télévision, c'est arrivé au bon moment. Il y a toujours des hasards dans la vie et des hasards. Voilà, ça, c'est une aventure qui a commencé au bon moment. Il se trouve que avec Fred, on a eu cette idée au moment où le service public cherchait une émission de vulgarisation scientifique. C'est aussi le moment où des journaux de vulgarisation scientifique voient le jour. C'est l'époque où Science et Vie Junior voit le jour. Donc, c'est l'époque aussi où E égale M6 voit le jour sur M6. Donc, on est dans ces années, au milieu des années 90, dans cette envie de vulgarisation. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a à cette époque-là des sujets qui sont extrêmement porteurs. C'est l'époque de Jurassic Park. Non mais si, mais c'est l'époque de la navette. C'est l'époque où on commence à parler de clonage. C'est une époque où on parle de biotechnologie, une époque où on parle de biologie cellulaire. Et ce sont des sujets qui font en permanence, très souvent, la une des journaux. C'est une époque où on commence à parler d'environnement, avec des questions qui se posent. Et le public a envie de réponses simples. Donc nous, on est arrivés en se disant, on va apporter des réponses simples. Et c'est vrai qu'on a inauguré une forme ludique pour apporter ces réponses. C'est vrai que j'étais dans un énorme camion américain, le symbole. Non mais, moi je n'imaginais pas le symbole de ce camion américain. Mais on a ce camion américain qui est un gigantesque laboratoire qui part sur une route déserte. Voilà, c'est l'aventure. On part à l'aventure. Et on a involontairement, comme ça, glissé des petits symboles. Mais involontaire, hein. On ne s'est pas dit un jour, tiens, on va mettre un camion machin sur nous comme ci parce qu'on va penser que... Non, ça s'est fait comme ça. Et puis, voilà, ces deux personnages, un Zébulon qui est sur le terrain, qui court dans tous les sens, qui prend des risques, l'autre avec ses t-shirts, voilà, et ses bretelles dans son camion coloré, machin et tout. Ça ne ressemblait absolument à aucune image de science. Mais c'était une image très proche. Et ça a fonctionné, je pense aussi un petit peu à ça, grâce au ton que nous avons utilisé. Alors après, bon, là je vous parle de l'impact, ok. Et après, votre question, et je la comprends, c'est quand même ennuyeux parce que c'est vrai que parfois on a du mal à... Il ne faut pas se méprendre. Moi, j'ai jamais voulu donner des cours de sciences. J'ai fabriqué, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours rester à sa place. Parfois, on m'invite en tant qu'expert pour parler de ceci ou de cela. Je dis, mais non. Je ne suis pas expert de la météo, je ne suis pas expert des animaux, je ne suis pas expert je ne suis pas géologue. Même si c'est vrai que ce sont des sujets qui me passionnent. Et depuis quelques années, j'ai construit une petite culture autour de ces sujets. Mais je ne suis pas un expert. Moi, j'ai fabriqué une émission de télévision pour, entre guillemets, divertir le public. Mais le divertir en lui apportant de la connaissance. Mon job, c'est ça. Alors après, on en fait une utilisation, et les enseignants en ont fait l'utilisation que l'on sait. D'ailleurs, on verra Evelyne qui va justement évoquer cette utilisation au sein de la pédagogie. Mais du coup... Ah oui, je ne suis pas en face du micro. Et je pense, moi, on m'a toujours dit de le mettre comme ça, là, comme une glace à la vanille, collée ici. Alors ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. Là. Collé au micro. Voilà. Est-ce que ça marche mieux? J'ai pas l'impression, moi. Ça marche mieux? Je peux parler plus fort et puis vous allez m'entendre sans micro. Celui-là fonctionne, on va y arriver. Alors, du coup, j'ai perdu ma question. Ben, voilà.
Donc c'est bien beau le changement de micro, mais j'ai perdu ma question. Donc bien sûr, le mettre en haut, en bas, de travers. Jamie, comment il faut mettre un micro? On parlait de l'impact. On parlait de l'impact tout à l'heure. Je vous disais que moi, mon objectif, c'était de faire une émission de télévision, de transmettre des connaissances à travers une émission de télévision et pas forcément pas de faire un cours. Oui, voilà. Justement, pour rebondir sur la notion de ces connaissances, où est-ce que vous allez justement chercher cette connaissance-là? Qui sont, entre guillemets, vos experts pour justement élaborer et à la fois les expériences que vous menez dans le camion et puis le choix des thèmes que vous avez que vous choisissez, pardon. Alors, vous parlez du camion, mais je l'ai toujours fait comme on le faisait dans C'est pas sorcier, dans Incroyable Expérience, ça a toujours fonctionné comme ça aussi. Dans le monde de Jamie, ça marche toujours comme ça également. Moi, j'ai toujours refusé le collège d'experts scientifiques de 7-8 experts qui viendraient en réunion avec nous et nous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que des thématiques, il y en a des dizaines, des centaines. Et que nous avons préféré à chaque fois nous adresser à l'expert qui bossait précisément sur le sujet. D'abord parce que ça nous a permis d'avoir différents sons de cloche quand on bossait sur un même sujet, mais je dirais d'une année sur l'autre. Et puis parce que, eh bien, on était en prise directe avec. Alors, c'est pareil. Il y a une grande diversité parmi les experts. On a des scientifiques, mais on a aussi des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Tout ça, ça forme nos experts. Quand on fait une émission sur le verre, mon expert, c'est quelqu'un qui souffle dans le verre. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de me parler. Alors, il y a aussi peut-être un chercheur, mais il y a aussi un technicien, il y a aussi un ingénieur. Et donc, nos experts, on va les chercher sur le terrain. Et on les taraude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, il y a des scientifiques que mais je ne les ai pas lâchés tant que je n'ai pas compris. Donc nous, on veut voir Jamie. Eux, ils partaient en courant à la fin, c'est ça? C'est-à-dire que parfois, je pense qu'il y en a qui devaient en avoir marre. Mais en même temps, mais c'est bien. Mais... En même temps, alors, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est on trouve les experts. Alors, encore une fois, si je vous raconte notre métier, on ne va pas voir un expert les mains vides. On part toujours, comme on dit dans notre jargon, avec des biscuits. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par s'informer, se cultiver sur le sujet, formuler des questions. Et puis, il y a certaines questions d'ailleurs dont on trouve les réponses très facilement. Et puis d'autres qu'on ne trouve pas. D'autres qui vont nécessiter un entretien, qui vont nécessiter un crowbar, un schéma. Et donc là, on va voir l'expert et on discute et on échange. Et on discute et on échange jusqu'à ce que l'on ait compris. Et quand on travaillait sur une émission, on était toute une équipe de journalistes. Un journaliste prenait en charge donc une thématique. On avait des réunions très régulières autour de cette thématique. Et le journaliste était harcelé de questions que nous lui posions, Fred et moi, pour comprendre. Et toutes les réponses qu'on n'avait pas, paf, on repartait à l'attaque. Et on allait chercher la réponse. Il faut avoir toutes ces réponses et parfois beaucoup plus de réponses que de questions qui seront traitées dans l'émission, parce que si on veut simplifier, vulgariser, eh bien, il faut en avoir beaucoup plus que ce dont on a besoin. Sinon, on fait des erreurs. Alors peut-être qu'avant de passer sur l'aspect plus philosophique de la vulgarisation scientifique, je vais passer la parole à Evelyne sur la partie plus pédagogie. Voilà. Et puis, pardon, parce que c'est quand même important ce que vous dites sur le rapport que l'on peut avoir à la connaissance quand on est dans un amphi, dans une classe, devant un enseignant, ou quand on est à la télévision, devant la télévision, devant son écran chez soi, c'est très très différent, bien évidemment. Alors pourquoi?
encore une fois, pourquoi alors certains me disent, oui, mais quand vous expliquez, c'est clair. Ben, c'est clair tout simplement aussi parce que moi, je n'ai pas une classe devant moi. Moi, je ne refais pas l'exercice 50 000 fois. Moi, je n'impose pas une... Il n'y a pas de devoir après. Oui. Ah, non, mais c'est... Non, mais les conditions sont totalement différentes. Moi, je l'aborde d'une manière ludique. Alors, ça ne veut pas dire que... Enfin, ludique. Ça ne veut pas dire que vous ne l'abordez pas de manière ludique, mais moi, mon objectif... Enfin, non, mais... On ne va pas poser la question, il y a des étudiants qui sont là, mais... Non, mais... faut pas se leurrer non plus. À des moments, ils ne nous trouvent pas très ludiques, ça c'est clair. Et c'est normal. Non, mais et c'est normal, parce que votre rôle n'est pas le même que le mien. Oui, voilà. J'entends bien. Et puis, moi, mon rôle n'est pas du tout le même que le mien. Moi, il n'y a pas il n'y a pas d'obligation de résultat. Enfin, moi, j'ai des obligations de résultat sur l'audience, mais pas sur ce qui est passé et resté dans les têtes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est totalement différent. Donc, ce serait une erreur que de vouloir comparer les deux. Je crois que, et c'est ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir différentes sources pour s'abreuver de connaissances. C'est ça, c'est la complémentarité qu'on va pouvoir y voir. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Evelyne pour la complémentarité, justement. Le micro fonctionne, vous m'entendez? Très bien. Oui. Donc, voilà, comme le montre l'Assemblée, il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé vos émissions ou qui ont eu la chance de les voir en classe. Je pense qu'il y a des moments où les enseignants de l'école se sont servis de vos émissions pour illustrer, pour comprendre des notions. Et moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette utilisation-là. Si à la base c'était prévu, vous avez déjà dit que non, mais est-ce qu'à un moment vous avez pris conscience que vos émissions ou des extraits d'émissions étaient utilisés en classe? Que pensez-vous de cette utilisation? Moi, j'en pense que du bien. Ça a été... Non, mais c'est... évidemment, on ne pensait pas que l'émission servirait de support pédagogique à l'école. Et d'ailleurs, il nous est arrivé de temps en temps, rarement, de recevoir des courriers d'enseignants qui nous disaient « Ah, vous devriez, quand vous vous expliquez ça, commencer par ça. » Non, mais c'est justement, c'est ce que je veux dire. C'est là où il y a confusion des genres. C'est-à-dire que je ne donne pas un cours. Moi, je fabrique une émission, je raconte une histoire. Alors un jour c'est une histoire de chimie, un jour c'est une histoire de biologie, un jour c'est une histoire d'astronomie. Mais voilà, je ne fais pas un cours. Et si j'ai envie de commencer mon histoire par un bout et de la terminer par un autre, eh bien, ça me regarde, c'est mon travail d'auteur. Je raconte une histoire pour qu'elle soit suivie pendant 26 minutes, 52 minutes, 110 minutes par le téléspectateur et qu'il y passe un bon moment. Et puis, si il accueillit quelques petites informations par-ci, par-là, qui lui resteront ou qui reviendront plus facilement la fois où il reviendra dessus, eh bien, tant mieux. Mais mon objectif s'arrête là. Mais c'est surtout cette confusion des genres qu'il faut aujourd'hui éviter. Oui, je comprends bien, mais il n'empêche que vos émissions sont utilisées. Mais encore une fois, et je dis tant mieux. Je dis tant mieux, c'est très très bien. Mais après, je sais aussi que, parce que je connais pas mal d'enseignants, et je sais aussi que beaucoup d'enseignants, la plupart des enseignants, utilisent les émissions comme point de départ finalement. Quelqu'un a dit, je ne sais plus, tout à l'heure on a dit, ce qui est bien dans ces émissions, c'est finalement qu'on apprend des choses, mais d'un seul coup, clac, ça suscite des questions. Ben voilà, c'est un petit peu l'objectif. Voilà, c'est de susciter des questions. Je crois que l'autre réussite de cette émission, ça a aussi été de faire un programme très fédérateur. C'est-à-dire que c'est une émission qui était, moi j'appelais ça au début, quand je parle de C'est pas sorcier, j'appelais ça l'émission pyjama, parce que c'était l'émission que les enfants regardaient le dimanche matin en pyjama, à la hop, et puis on regardait l'émission, et puis après, on discutait autour de l'émission. C'est plutôt intéressant ça de fabriquer un programme dont on sait qu'il va générer de l'échange et de la discussion. Donc si je vous suis, pour donner le goût des sciences aux élèves, aux enfants, faut
la discussion, de l'échange, de la curiosité? Ou est-ce qu'il y a autre chose à mettre en place? On peine, enfin moi aussi, je suis scientifique, on peine tous par rapport à donner le goût des sciences, donner l'envie d'apprendre des connaissances scientifiques, développer la curiosité dans un monde qui est de plus en plus technique. Voilà. Est-ce qu'il y a une recette magique? Il y a quelque chose? Non, moi je ne crois pas à la recette magique. J'y crois pas du tout. Et puis alors, moi je relativise toujours. C'est-à-dire que il y a quand même de plus en plus d'établissements comme le vôtre qui sont de plus en plus fréquentés. Et donc, il y a un intérêt pour ces disciplines. Enfin, moi, je refuse de pleurer sur mon sort. Je crois que ces disciplines intéressent. Il faut peut-être faire un peu plus d'efforts parfois pour intéresser le public. La grande difficulté avec les sciences, c'est que ce sont des disciplines qui avancent en permanence et avancent très vite. Tout à l'heure, on parlait de culture, et finalement, ça avance peut-être plus rapidement que d'autres disciplines culturelles. Je pense qu'il est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, eh bien, il est plus simple, peut-être, je ne veux choquer personne, mais de suivre l'évolution du cinéma depuis ses débuts, 1895, les Frères Lumière, jusqu'à aujourd'hui. Et d'avoir une vision plus analytique de tous les courants cinématographiques, qu'on peut le faire avec les sciences, qui sont multidirectionnelles. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, quand on dit on veut que ça fasse partie de la culture, mais ce qui est extrêmement complexe, c'est que les disciplines sont extrêmement variées et que tout savoir sur tout, c'est impossible. Et je crois que votre difficulté, notre difficulté, tient aussi au fait que la science avance et la science avance très vite. Voilà. Et que réussir à intéresser tout le monde autour de toutes ces disciplines, c'est extrêmement complexe. Il n'empêche que vous avez suscité des vocations de scientifiques, de médiateurs scientifiques. Enfin, il y a plein d'enfants dans la salle. Voilà, il y a quand même quelque chose dans vos émissions. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Mais c'est peut-être Jamy. Il y a un truc. Ou le Camille. C'est peut-être Jamy. Je crois qu'il y a un truc au départ qui est essentiel, c'est aimer ce qu'on fait. Et moi, je peux vous promettre que j'aime ce que j'ai fait et j'aime ce que je fais. Et je n'ai pas de... Je vais vous parler très très personnellement. Dans ce métier où on est devant la caméra, où on est sur les écrans, où il y a, qu'on le veuille ou non, une part de satisfaction de l'ego, ce qui me fait le plus triper, c'est quand je finis d'écrire un texte et que mon texte, il est bien. Ça, c'est chez moi, en général, le matin, à 9h, parce que j'aime travailler très tôt le matin, quand je suis depuis 6h et que j'arrive à la fin de mon texte, et je me dis, c'est bien. Et là, je suis content. Et je suis plus content là que quand je vais le dire devant la caméra. Parce que j'aime ce que je fais. Mais c'est ça, parce que j'aime raconter. C'est la passion qui est en vous. Et je pense que nous, peut-être la difficulté qu'on a quand on enseigne, c'est que la passion, peut-être, elle s'éteille au fur du temps. Et du coup, ce qui est important pour susciter l'envie des sciences comme vous le faites, et ce qui transpire chez vous, on va dire, c'est justement cette passion, cette envie d'échanger, d'envie d'apprendre, quoi. Cette passion, cette d'envie d'échanger et d'envie d'apprendre. Et du coup, j'aimerais que vous me disiez que pensez-vous aussi des associations qui œuvrent justement
dans tout ce qui est vulgarisation scientifique. Ici, on en a dans la salle qui sont venus vous écouter parce que eux aussi, des générations intergénérationnelles qui œuvrent pour essayer de faire aimer les sciences, de faire participer aux sciences des scientifiques, des non-scientifiques. Pensez-vous pas qu'on pourrait même faire une émission avec ces gens-là qui sont sur le terrain pour essayer de faire aimer les sciences au quotidien? Alors, est-ce qu'on pourrait faire une émission? On a fait... moi, je me souviens d'avoir souvent participé à la fête de la science, d'avoir fait des captations lors de la fête de la science. Fred, avec son site L'Esprit Sorcier, le fait chaque année. Oui, c'est possible. Mais, encore une fois, moi, je suis admiratif. D'ailleurs, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique ou de la science pour tous, c'était avec une association que vous connaissez tous, les Petits Débrouillards. Voilà. Donc ils sont sûrement présents dans la salle, peut-être certains, là, je ne sais pas. Mais évidemment qu'ils font un boulot extraordinaire. Mais ce qu'il faut justement, c'est déployer les énergies. Donc il y a des énergies, des choses qui se font très très bien sur le terrain par les associations. Il y a des choses qui vont se faire. Tout à l'heure, j'étais interviewé par une radio sur des médias dits alternatifs, YouTube, les réseaux, etc. Et puis, il y a d'autres choses qui vont se faire à la télévision. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, évidemment, dans l'enseignement. Donc, voilà, il y a toutes ces énergies. Vouloir faire quelque chose avec tout le monde, je ne sais pas si c'est efficace. Si c'est pour donner une vitrine à une association, je me dis non, l'association, elle est là pour être sur le terrain. Et vous êtes bon là-dedans. Et soyez fiers de ce que vous faites là où vous êtes. Parce que c'est là que vous êtes efficace. Peut-être quelque chose de plus philosophique. Est-ce que vous pensez que la vulgarisation scientifique peut-elle avoir un rôle sociétal? Elle en a obligatoirement un. Tout à l'heure, j'ai évoqué tous ces sujets qui étaient dans l'actualité dans les années 90. Aujourd'hui, on pourrait reciter les mêmes avec beaucoup d'autres en plus. Évidemment qu'elles ont un rôle sociétal. Moi, on m'a parfois posé la question, qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez commencé à faire de la science à la télévision et aujourd'hui? Il y a au moins deux sujets, moi, qui me viennent à l'esprit. C'est l'environnement. Ça a changé parce que il y a 30 ans, on disait, tiens, on va faire une émission sur l'environnement. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, l'environnement, il est traité dans tous les sujets. Voilà. Et si l'environnement, il peut être traité dans tous les sujets, eh bien, c'est parce que dans toutes nos petites têtes, eh bien, on a pigé ce que c'était que le CO2. On a pigé ce que c'était que l'effet de serre. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont rentrées, qui maintenant font partie de notre bagage culturel et qu'on n'a plus besoin d'expliquer parce que c'est totalement acquis. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que quand les choses sont acquises, eh bien, on peut commencer à faire des raccourcis. Et c'est ce qui est très compliqué dans nos disciplines, avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'étendue des disciplines scientifiques, c'est que on ne peut pas tout savoir sur tout, et comme on ne peut pas tout savoir sur tout, eh bien, on est sans cesse obligé de recommencer à zéro, et on ne peut pas faire de raccourcis. C'est ce qui est le plus difficile. Mais évidemment, oui, que ça a un rôle. Oui, je pense que ça peut être même un bon vecteur de communication pour nos politiques, d'ailleurs, parce que nous, la science, elle est dans les amphithéâtres, elle est dans les livres, et les décisions se prennent souvent par des personnes qui n'ont pas les mêmes livres, qui n'ont pas la même histoire. Et c'est peut-être là votre travail de vulgarisation scientifique qui peut avoir un rôle majeur. Et au-delà de ça, est-ce que vous vous sentez précurseur dans ce schéma de vulgarisation scientifique? Je ne me sens pas précurseur parce que pour être précurseur, alors
il aurait fallu s'être dit à un moment donné, tiens, il y a un gros manque, machin, nous on va faire ça. Et notre démarche n'a pas été ainsi. Peut-être qu'au final, on l'aura été. Encore une fois, je vous dis, moi je ne considère pas qu'on a été les inventeurs de quelque chose. On est les héritiers. On est les héritiers, je vous les ai cités tout à l'heure, de Jérôme Bonaldi, de Michel Chevalet. Avant nous, il y a eu des vulgarisateurs, et après nous, il y en a, et après ceux qui sont ici aujourd'hui, il y en aura encore d'autres. Donc, on suit la marche de notre temps. Voilà. Et on essaie d'y répondre au moment où ça se présente. Est-ce que je réponds? Je ne sais pas si je réponds à votre question. Qu'est-ce que c'est qui a fait la différence? Parce que moi, on me parle de Jamy. Mais je ne le sais pas. Voilà, c'est ça. Il ne le sait pas et nous ne le savons pas, mais en tous les cas, on a plaisir à l'écouter dans le camion. C'est la présence aussi. Je pense que c'est cette façon de voir les choses, Non, mais je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sans aucune comparaison, quand j'étais môme, moi, j'étais fasciné, mais j'étais tout petit. Hein. J'étais fasciné par Alain Decaux. Et parce qu'il racontait, parce qu'il avait une façon, un rythme de parole, Pourquoi ça marche, c'est aussi parce que... Mais après, chacun a sa recette. Tout à l'heure, je vous disais que moi, je prends du plaisir au moment où j'ai fini d'écrire une explication parce que je sens que, voilà, tout marche. Qu'est-ce qui marche ? Eh bien, ce qui marche, c'est que... mais parce que j'ai, comme un artisan, comme un bon boulanger qui sait faire son pain, au bout du compte, il sait très bien quand sa pâte, elle a bien levé, et quand il faisait la bonne température et le bon taux d'humidité dans le fournil pour que son pain il soit bon. Eh ben, moi, c'est un peu pareil. Je sais à un moment donné que c'est bon. Pourquoi ? Parce que les mots choisis correspondent exactement à l'image que je me suis fait dans ma tête pour comprendre, parce qu'à un moment donné, j'ai conceptualisé quelque chose et que j'ai trouvé les bons mots. Et parfois, il m'arrive de reprendre une phrase 10, 15, 20 fois. Je vous promets de l'effacer 10, 15, 20 fois, parce que je me dis, si je l'écris comme ça, si je le dis comme ça, on ne comprendra pas. Et tant que c'est pas clair, je refais. Mais même un bout de phrase, même, je vous promets, même après 25 ans, je peux m'arrêter sur un bout de phrase parce que c'est pas clair et je me dis si je le dis comme ça, eh bien le public ne comprendra pas. Ah. Je comprends maintenant pourquoi les étudiants ne comprennent pas alors. Si demain je dois faire 20 fois j'ai ce luxe. J'ai ce luxe. Non mais c'est le travail. Et j'ai ce luxe et je le prends. Je le prends. Voilà. Et tout. On va peut-être reprendre. Effectivement, on n'a pas les mêmes compétences que Jamy. On n'est pas sous les projecteurs et ce soir on y est un peu. On n'est pas forcément habitué. En revanche, moi, je trouve que vous contribuez à la culture scientifique de par vos émissions, quelles qu'elles soient. Hein, même le monde de Jamy contribue à la culture scientifique et on a tous plaisir à regarder en famille vos émissions. Qu'est-ce qui pourrait permettre de développer encore plus cette culture scientifique Et après, j'arrête de vous embêter. Qu'est-ce qui pourrait... Alors, on pourrait dire davantage d'émissions de ce type, davantage d'établissements comme le vôtre. Merci. Moi, je pense qu'il y a une discipline qui manque cruellement. C'est l'histoire des sciences. Et je crois que s'il y avait de l'histoire des sciences beaucoup plus tôt, eh bien notre rapport à la science ne serait pas du tout le même. Parce que quand on fait de l'histoire des sciences, on s'intéresse bien sûr. Déjà, on comprendrait que il y a 3 mots qu'on ne mélangerait plus. On ne mélangerait plus les mots de découvreur, d'inventeur et d'innovateur. Aujourd'hui, on utilise ces 3 mots comme s'ils étaient synonymes. Ben non, c'est pas la même chose. On comprendrait justement qu'à un moment donné,
dans l'histoire d'une discipline, il y a eu des découvreurs. Et puis on comprendrait que derrière, il y a eu des inventeurs et qu'ensuite, il y a des innovateurs. On comprendrait aussi les contextes. Parce qu'une invention, une découverte, c'est pas que la découverte, c'est le contexte. Moi, il y a une histoire que je trouve fabuleuse, c'est celle de Christophe Colomb et de Magellan. Les enfants ont beaucoup plus en tête Colomb que Magellan. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Oui, il a découvert un truc qui aujourd'hui s'appelle un continent qui s'appelle aujourd'hui. Non, justement, il n'a pas découvert un continent. Celui qui a découvert le continent, c'est Magellan. L'idée révolutionnaire, l'idée qui a modifié notre planète, c'est Magellan. Parce que Magellan a dit non, attendez, on n'a pas traversé l'océan pour aller trouver l'Inde. Non. Entre les deux, entre l'Europe et l'Asie, il y a un autre continent. Et la face du monde, elle a changé avec Magellan, pas avec Colomb. Et ça, je trouve cette idée extraordinaire. Elle nous fait voir justement notre monde sous un autre jour, avec plus de subtilité. L'histoire des sciences, pour moi, c'est ce qui permet justement de s'intéresser à ces disciplines, à la base de ces disciplines. Ce qui éviterait sûrement, ce qui vous éviterait, ce qui nous éviterait, de toujours devoir reprendre à zéro les explications. Parce que si on faisait de l'histoire des sciences, eh bien, ces contextes, ces premières découvertes, eh bien, elles seraient parfaitement intégrées. Et alors, une fois intégrées, eh bien, on pourrait passer à autre chose. Et on pourrait passer à du plus contemporain. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, vous avez changé d'une certaine manière, c'est vrai. Enfin, vous aimeriez qu'on observe la façon dont l'image de la science a évolué. Et d'une certaine manière, avec ces émissions, on découvre une certaine image de la science. On découvre aussi une certaine image je dirais entre guillemets, du savant, de celui qui transmet. Dans l'imaginaire, on a tous des images du savant. Alors, la blouse blanche, le chauve peut-être, voilà. Et bon, certaines émissions avant que vous ayez commencé, bon, Bill Nye par exemple, avec la blouse bleue, mais le nœud papillon quand même. Bon, là, vous êtes allé vers des chemises et des lunettes rondes. Qu'est-ce qui a généré un petit peu ce glissement vers un personnage. Un personnage, un costume qui est à la fois sérieux, mais qui est aussi très proche de tout le monde? Alors, déjà les lunettes rondes, sachez que je porte des lunettes depuis l'âge de 6 ans et que mes premières lunettes étaient rondes. Voilà. Alors j'ai eu des lunettes carrées, je crois, 2 reprises, mais ça me va moins bien. Et mon épouse et mes enfants me préfèrent avec des lunettes rondes qu'avec des lunettes carrées. Donc à un moment donné, ça aurait été quand même dommage que je me mette à porter des lunettes carrées, hein, pour éviter de ressembler à une image que j'aurais envie de me donner. Oui, ça devient un peu... voilà. J'ai pas envie non plus de consulter à chaque fois que je sors de plateau. Non. Voilà. Et puis après... Mais vraiment, c'est une histoire de hasard. Quand C'est pas sorcier a commencé, je mettais mes fringues sur les plateaux. C'était mes fringues à moi, je suis désolé. Oui, je m'habillais comme ça. Oui. Pas plus maintenant. Alors, bon, autre chose, toujours en termes d'images, dans C'est pas sorcier, il y a énormément d'images très très différentes. Des images d'archives, des maquettes, des extérieurs, intérieurs, le camion, etc.
dans le monde de Jamie, les images sont, je dirais, un petit peu plus homogènes, mais il y a encore des animations. Bon, après, il y a le site des apprentis, qui a aussi d'autres types d'images. Est-ce que vous pourriez nous donner nous parler un petit peu de ces images dans ces émissions, et puis à savoir comment vous passez d'une image source à une image pédagogique? J'en profite pour revenir tout à l'heure, parce que votre question, souvenez-vous-en bien, parce que je ne vais peut-être pas y répondre directement, mais ce que vous me dites me renvoie vers une question qui a été posée tout à l'heure, c'est pourquoi ça a marché. Et dans le pourquoi ça a marché, c'est aussi parce que cette émission a été fabriquée par une équipe qui était extrêmement pointilleuse et vigilante. Quand on raconte une histoire avec des images, des maquettes, des séquences qui sont tournées, certaines en extérieur, d'autres en intérieur, eh bien, il faut veiller à l'extrême cohérence de tout cela. Raconter une histoire, il faut faire en sorte, et tout à l'heure vous disiez que j'étais littéraire, et je crois que le fait d'avoir été littéraire nous a aidé aussi, quand je dis nous, parce que nous étions plusieurs, nous a aidé justement à respecter tout cela. Quand on veut garder avec soin le téléspectateur, eh bien, il faut qu'il reste dans l'histoire. Et il faut pas le perdre, et il faut à aucun moment qu'il trouve le moyen qu'on fasse une petite erreur et que on perde son attention. Ça veut dire que quand on faisait une maquette, eh bien, on s'assurait toujours de savoir, moi je m'assurais toujours de savoir où est Fred juste avant. À quoi ressemble son décor? Comment il est habillé? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a... Tout ça. Et ma maquette, eh bien, elle reprenait ce décor. Et le petit bonhomme, eh bien, il était fringué comme Fred était fringué. Et la voiture qui était à côté, elle était exactement de la même couleur. Vous en rendez pas forcément compte. Mais elle était exactement de la même couleur que la voiture que Fred avait utilisée. Et si ce jour-là, il pleuvait, bien sûr, la maquette, il pleuvait aussi. Ce qui fait que il y a des explications que j'ai peut-être données. Je parlais de l'effet de serre tout à l'heure, j'ai peut-être expliqué 20 fois. Mais nous avons fait 20 maquettes différentes parce que le contexte était 20 fois différent. Et mon texte, je l'ai écrit 20 fois aussi parce que le contexte était différent. Et donc, si ça a marché, c'est grâce à cela. C'est parce qu'on a toujours veillé à cette cohérence entre les propos, les images, les propos des uns, les propos des autres. Aujourd'hui, quand on fait le monde de Jamie avec d'autres outils, on veille aussi à cette cohérence. C'est extrêmement important pour que le téléspectateur soit toujours dans la même histoire et qu'on le garde avec soi. Il faut faire cet effort. Alors, c'est un effort parce que ça tombe pas comme ça. Ça veut dire être en permanence vigilant à ce qui est en train de se fabriquer, à ce qui est en train de se monter. Alors, après, oui, peut-être que votre question, c'était pourquoi ces outils ont évolué. Un petit peu. Alors, ils ont évolué, c'est aussi parce que C'est pas sorcier était une émission de 26 minutes qui était diffusée le matin. Et Le Monde de Jamie est diffusé à 20h50 le soir. Il se trouve que le public n'attend pas la même chose le matin et le soir. Il se trouve aussi que les sujets ne peuvent pas être abordés de la même manière. Parce que je sais que dans C'est pas sorcier, on allait parfois très loin et qu'on va moins loin dans Le Monde de Jamie. Mais dans Le Monde de Jamie, il est 20h50. On s'adresse à un public qui est en fin de journée. Et moi, je me souviens très bien d'un sondage en 1999.
On demandait aux... Dis, mais comment ils passent On demandait aux téléspectateurs quelle était leur émission préférée. Et 80% des gens disaient, mais c'est Bouillon de culture. Quel pourcentage faisait l'émission? En moyenne, 13%. Donc entre les intentions de dire « Ah, on aimerait bien avoir de la science et de la science dure à 20h50 », et puis ce que l'on fait réellement, eh bien, il y a là aussi un gap. Voilà. Et donc quand on fait une émission à 20h50, eh bien, on ne la fait pas de la même manière qu'on l'a fait à 9h du matin. On ne fait pas une émission qui dure 2 heures de la même manière qu'on fait une émission qui dure 26 minutes. On n'utilise pas les mêmes outils non plus. Bien, très bien. Je crois que peut-être maintenant on peut passer à la salle, aux questions de la salle. Donc je laisse le micro circuler. Il fait très chaud. Je bois un petit coup. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je me laisse boire. Je m'appelle Julien. Bonjour Julien. Merci. Bonjour Jamy. En fait, en venant ici tout à l'heure, j'étais un peu comme un gosse qui allait voir son tonton scientifique. Donc, je précise, j'ai bientôt 35 ans. Mais là, vous n'allez pas repartir déçu, rassurez-moi. Non, j'espère pas. C'est marrant, vous venez de finir en parlant de sciences dures, mais j'avais un souvenir de C'est pas sorcier où on faisait pas que de la science dure, un truc sur l'histoire aussi, sur des châteaux du Moyen-Âge. On était dans la vulgarisation scientifique générale en fait, pas uniquement sciences dures. On était dans la connaissance. Dans la connaissance. Et on reste dans la connaissance. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de science, mais on est dans la connaissance. Moi, on a parlé de science tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait une majorité de sujets scientifiques, mais il y avait aussi des sujets d'histoire. On a fait aussi de l'instruction civique. On a fait de la géopolitique. Il n'y avait pas effectivement que des sciences. Et en fait, c'était pas vraiment la question, mais j'y arrive. Et en fait, je me demandais si ce qui faisait que ça avait marché, c'était pas ce côté très ludique. Moi, je me souviens avec mon petit frère, après l'émission, on essayait de refaire les maquettes. Si, mais évidemment. Et c'est ça, en fait, qui m'a, moi, passionné pour les sciences. Et aujourd'hui, bon, je travaille dans une radio et au final, j'essaie de faire un programme de vulgarisation scientifique. Alors, au départ, j'ai une maîtrise de chimie et aujourd'hui, je travaille en journalisme. Et honnêtement, vous êtes devenu une de mes idoles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, effectivement, mais tout à l'heure, c'est peut-être ce que j'ai mal dit, c'est un cocktail qui fait que ça a marché. C'est le ton qu'on a donné, ce sont les maquettes, c'est le rythme, c'est peut-être aussi parce que à un moment donné, eh bien, on parle de science, mais parlons de connaissances plus générales. On désacralisait un petit peu tout ça et on en parlait de manière très simple, sans rendre cela vulgaire. Pour ça, le mot vulgariser, je le mets toujours entre guillemets. Voilà. Alors bonjour. Bonjour. Moi j'avais une question. Pourquoi avoir choisi un personnage qu'on ne voit jamais qui s'appelle Marcel ? Eh bien ça aussi, ça fait partie du succès de cette émission. Mais si, on recevait du courrier qui était adressé à Fred, Jamy, Sabine, Marcel et la petite voix. Et ce personnage, finalement, qui existait un peu malgré tout, eh bien, il faisait partie de la bande, de la famille. Et c'est peut-être ce qui a aussi rendu ce programme agréable. Parce qu'il y avait ce Marcel au gros bras, on savait qu'il traînait toujours quelque part par là. Voilà. Et
Tout le monde voulait le voir, mais personne ne l'a jamais vu. Voilà. Donc ça faisait aussi partie des ingrédients qui ont fait la réussite de cette émission. Mais c'est involontaire. Moi, je peux vous promettre qu'au début, quand on a écrit la première émission, il ne s'appelait pas Marcel. Et au moment du tournage, je ne sais pas pourquoi, je l'ai appelé Marcel. Et voilà. La référence, en fait, c'était peut-être... Il y a des amateurs de Brel chez vous, dans la salle. Bon, le chauffe Marcel, ça vous parlera peut-être. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est assez amusant quand vous parlez de la génération de pyjama parce que c'est exactement ce que j'ai vécu avec mes parents. Au lieu de faire le ménage justement le dimanche matin, on regardait C'est pas sorcier, donc c'était assez drôle. Après on oubliait de faire le ménage. Vous pouvez me dire merci. Et moi j'avais justement une question par rapport à nouveau aux maquettes. Est-ce que ça a paru comme évident au départ de tout de suite, comme vous faisiez de la vulgarisation scientifique, de passer tout de suite sur des maquettes pour expliquer? C'était évident. Ça faisait partie du... Quand on a écrit le concept avec Fred, sur une nappe, sur une table de resto, je l'ai encore, eh bien, il y avait le camion et les maquettes. Ça faisait partie du concept. Il y en a un qui était dehors, un autre qui était dans un labo itinérant et qui utilisait des maquettes. Et à ce moment-là, on ne savait pas qui ferait quoi. Bonjour Jamy. Bonjour. Alors j'ai une question qui va en amener une autre. Très bien. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une question, donc je dis bien scientifique, à laquelle vous n'avez jamais trouvé de réponse et que vous posiez aujourd'hui encore, et qui finalement vous frustre un peu parce que cette compréhension que vous aimez avoir sur toutes les questions n'est pas vraiment vérifiée? Il y a évidemment une foule de questions. Il y a une foule de questions que je me pose encore. À chaque fois que j'aborde un sujet, je me pose des questions. Et certaines ont la réponse, d'autres ne l'ont pas. Je viens de finir, là, je suis en train de travailler sur autre chose, mais je ne sais pas s'il y a des géologues parmi vous, ici. Je me posais des questions sur... parce que quand on parle de géologie, il y a quelques termes rébarbatifs quand on essaie de nommer les périodes. Et je me disais, mais finalement, en Trias, Jurassique, Crétacé, alors Jurassique, oui, on comprend, Jura, mais Trias, ça vient d'où ce mot? Une question que je me posais, j'ai la réponse. Depuis 4 jours, j'ai la réponse. Mais voilà une question que je me posais. Ouais, je me suis dit, mais d'où vient ce mot? Voilà. Et j'ai cherché, j'ai appelé quelques géologues et paléontologues et j'ai trouvé ma réponse. Mais oui, il y en a une foule. Et heureusement, et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît de m'atteler à un sujet et puis de commencer à gratter, à écrire et de dire mais je n'ai pas la réponse à ce truc-là. Il me la faut. Tu vois. Et donc on me la raconte. Et après, c'est à moi de trouver les termes, les exemples pour pouvoir l'expliquer. Bonjour Jamy. Bonjour. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir accès à la télé quand j'étais petite. Donc je regarde C'est pas sorcier maintenant, à l'âge adulte, avec certains de mes enfants. Et je me demandais, est-ce que vous savez comment était composée votre audience? Est-ce que c'était vraiment que du jeune public? Est-ce que ça se regarde en famille? Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui s'arrêtent complètement devant vos émissions? C'était la structure de l'audience c'est une structure d'audience dont tous les animateurs, présentateurs, producteurs rêvent, parce qu'on avait une structure d'audience familiale.
Et l'émission était regardée, j'ai commencé très tôt, hein, par des enfants de 4-5 ans, et puis ça allait jusque, bien évidemment, aux seniors, les grands-parents. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'était très souvent une émission qui était regardée en famille. Alors le dimanche matin, pas forcément, mais aussi un peu en famille, mais le soir, le mercredi, avec les grands-parents. Je sais que c'était une émission, enfin on avait une structure d'audience, on avait juste un trou chez les 16, allez, on va dire 16-17 ans jusqu'à 23-24. Et ça reprenait après. C'était logique. Voilà. Mais c'est aussi parce que, encore une fois, quand on écrivait les émissions, jamais on s'est dit, on parle à des enfants. On parle à des profanes. C'est très différent. Et on n'a jamais voulu faire de l'infantilisme dans cette émission. Et finalement, on s'adressait à tout le monde. Voilà. Et quand on s'adressait à des enfants, eh bien, les enfants aussi étaient, je pense, très, très contents qu'on s'adresse à eux de cette manière. Bonjour Jamy. Bonjour. Je m'appelle Loïc. Bonjour Loïc. Alors, vous aviez dit qu'une émission type de C'est pas sorcier, c'est 26 minutes, je crois. Oui. Je tenais à vous dire que ça passe vite quand oui. on la regarde. Mais le travail pour écrire le script, pour le tournage, pour aller sur le terrain, c'est combien de temps ça représente? Entre le moment où on décidait de travailler sur un sujet et où l'émission était prête à diffuser, donc tournée, montée, mixée, prête à partir chez le diffuseur, il y avait entre 6 et 8 semaines pour une émission. Ce qui fait qu'on travaillait en permanence sur 7-8 sujets qui étaient à des stades d'avancement très différents. Voilà. Bonjour Jamy. Bonjour. Vous êtes où? Je suis là. Ah, très bien. Récemment, vous avez fait une vidéo sur la chaîne Click, YouTube, oui. notamment, où vous disiez que vous cliquez justement sur les vidéos d'Y penser, de Bruce Van Hamran, de Dr. Northman, etc. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux médias, justement. Est-ce que vous serez prêt à faire une collaboration avec eux aussi ou Alors, collaboration avec eux, il y en a eu. Et il y en aura d'autres, j'espère. Je n'en pense, encore une fois, ceux que vous venez de citer, je n'en pense que du bien. Quand on a démarré C'est pas sorcier, il y avait 5 chaînes de télévision. Aujourd'hui, l'offre est multiple. Et puis, il y a de nouveaux médias, des médias alternatifs comme ceux dont vous parlez. Je ne suis pas sûr que C'est pas sorcier aurait vu le jour si ces médias avaient existé. Parce qu'aujourd'hui, il existe une foule de choses qui sont également très très bien faites sur ces nouveaux médias. Et moi, je trouve ça très bien. Parce que tout à l'heure, on disait... pour ça qu'il faut... Enfin, moi, je considère que il faut pas passer son temps à se plaindre je dis surtout pas ça pour vous ou pour nous, hein, mais j'entends parfois il n'y a pas assez de culture scientifique. Il y en a malgré tout, parce que tous ces médias sont des vecteurs extraordinaires, hein, et le public d'aujourd'hui est évidemment accro à ce type de médias. Donc on a là des supports sur lesquels on peut accéder à cette connaissance, culture scientifique, connaissance, pour être plus large. Donc oui, j'en pense que du bien. Alors après, c'est pareil, mais c'est comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Hein, mais c'est aussi cela, apprendre à nourrir son sens critique, c'est d'aller chercher ce qui est bien et ce qui est moins bien. Mais il y en a certains, Dirty Biology, c'est très bien. Max Bird, c'est très bien. Dr. Northman, c'est très bien. Voilà. Y penser, c'est très bien. Voilà. Donc, je peux pas. J'en suis. C'est exactement.
tout à l'heure, je disais qu'on était Enfin, moi, j'estime que je suis un héritier de Jérôme Bonaldi et de ceux qui ont précédé Jérôme Bonaldi, Michel Cheval et autres. Et puis voilà, et puis on transmet le relais, et puis on fait de nouvelles choses, et voilà. Et après eux, il y en aura d'autres, et tant mieux. Bonsoir Jamy. Bonsoir. Alors déjà merci pour ces 10 années que j'ai que j'ai passé avec vous dans votre camion à voyager. Ça m'a ça m'a donné une base scientifique qui a fait qu'aujourd'hui je suis en master de biologie. Donc déjà merci pour ça. Et j'aimerais déjà poser un constat qui est personnel et peut-être que d'autres personnes auront un écho là-dessus, mais qu'on est quand même dans une éducation qui est très basée sur l'apprentissage par cœur, je trouve aujourd'hui. Et vous avez dit très justement, à mon sens et de manière très naturelle, que pour vous c'était tout d'abord une compréhension qu'il fallait avoir pour pouvoir retranscrire, mais de toute façon ça accaparait les connaissances. Mais aussi il y a un autre truc qui passe dans vos émissions, c'est les sentiments qui passent, les humeurs comme vous avez dit, et qui sont à mon sens le deuxième vecteur dans l'apprentissage. Et du coup la question c'est comment pensez-vous qu'il serait possible de faire passer ces deux notions dans l'éducation française aujourd'hui? Alors, la question est excellente, bien évidemment, mais vous allez dire, oui, il se défausse. Mais justement, c'est là où je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. C'est-à-dire que je ne pense pas être le bon expert pour répondre à votre question. C'est-à-dire que je pourrais vous faire une réponse en tenant compte de mon expérience personnelle. Mais je ne suis pas sûr que ma seule expérience personnelle puisse suffire à bâtir une théorie. Donc, oui, j'ai forcément des petites idées. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'histoire des sciences, c'est quelque chose auquel je crois plutôt. Après, il y a une foule de paramètres. Encore une fois, quand je faisais une émission, si je me plantais dans une manip, on coupait, on recommençait. Et quand j'allais revisionner et je disais non, là le ton est pas bon, on coupe, on recommence. L'enseignant, il ne peut pas faire ça. Et moi, quand je finissais mon émission, même s'il fallait une journée pour l'enregistrer, j'en faisais 3 et le lendemain, et au bout des 3 jours, j'avais plus de caméra devant moi. Je me retrouvais en train de préparer les émissions et tout. L'enseignant, il est dans une toute autre situation. Donc, j'ai pas les outils pour vous dire. En revanche, dans mon cas personnel, oui, je crois à la conceptualisation, je crois à l'histoire des sciences, je crois à la nécessaire conceptualisation, même si pour certaines disciplines c'est compliqué, notamment en maths, mais quand on conceptualise, eh bien je pense qu'on appréhende mieux les choses et que on va de la conceptualisation à la formule, hein, et non pas l'inverse. Enfin, c'est ma démarche, mais peut-être que, vous voyez, c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est que c'est mon expérience, mais je ne peux pas théoriser dessus. Je ne sais pas si je peux vous répondre. Ben oui, mais voilà. Ou alors, on en parle ensemble et je vous dis ce que je pense. Non, mais c'est vrai, parce que ce serait vraiment, ce serait un gros manque d'humilité que de venir vous dire, ah ben voilà, il faut faire comme ci et comme ça. Ce serait ridicule. Je n'en ai pas les compétences. En revanche, en tête à tête, je peux peut-être vous dire oui, ce que je pense, ce que je trouve plutôt bien ou plutôt pas bien. Voilà, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que... Ça vient d'où? Juste là. Pardon. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des études de journalisme au début. Alors j'avais une question. Pourquoi ce choix de la télé? Pourquoi pas un petit journal? Pourquoi pas la radio? Est-ce que ça relève juste du hasard ou y a-t-il une réelle intention derrière ce choix de la télévision? Je vais vous raconter une petite anecdote.
Je suis sorti de l'école de journaliste en 1988, en juin 1988. Et j'avais un prof, parmi les profs, il y en avait un, prof de télé, voilà, dont je tairai le nom parce qu'il fait encore de la télé aujourd'hui. Et vous savez, quand on termine l'école, eh bien, on est plutôt dirigé, plutôt dans telle direction. Voilà, on était une quarantaine dans la promo, donc il y en a qui vont faire de la télé, il y en a qui vont faire de la radio, il y en a qui vont faire de la presse écrite. Et au moment où on est dirigé, il y a les profs qui sont là, il y a la directrice des études, et puis ça se passe, on est quand même là pour entendre ce que disent les uns et les autres, parce que quand même, ça va être notre premier job, quoi. Et donc, ce prof que je connais, qu'on se revoit régulièrement, dit comme ça devant ses collègues, ah mais Gourmaud, il fera jamais de télé de sa vie. Il aurait mieux fait de dire devant vous je dis rien, après on va en discuter tous les deux. Ça a été un hasard, un pur hasard, parce que moi j'aimais la radio. J'ai commencé en radio d'ailleurs. J'ai commencé à Radio France. J'aimais beaucoup la presse écrite aussi. J'étais à 2 doigts d'accepter un poste au Journal de Québec. C'était vraiment j'ai vraiment tiré à pile ou face. Et puis ça a été Radio France. Et puis il y a eu et puis Radio France, la radio me plaisait beaucoup, mais on m'a proposé un poste. J'avais 26 ans et on m'a proposé un poste à Guéret. Et j'avais envie de bouger. Voilà. Donc j'ai dit non. Et ça, c'était au mois de... D'ailleurs, parce que les choses, parfois, il y a des hasards. Ça, c'était au mois de septembre 1989. Et j'avais des copains qui étaient à Berlin, et qui étaient étudiants à Berlin, étudiants en médecine à Berlin, et avec qui on correspondait. À l'époque, c'était par courrier ou par téléphone. Et qui m'ont dit, tiens, toi qui es jeune journaliste, machin et tout, il est en train de se passer des trucs. Et quoi, bah, il se passe des choses, il se passe des trucs. Et comme bah, j'avais plus de radio, j'avais pas trop de contacts dans la presse écrite, je suis allé voir Sony. Je leur ai fait un baratin d'enfer. Ils m'ont prêté une caméra. Et au mois de novembre, j'étais à Berlin. Voilà. Et ça a commencé. L'aventure de la télévision a commencé comme ça. Et je filmais. Voilà. Et puis, bon, après, on rencontre des gens, machin, etc., etc. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'allais devenir papa, je voulais me poser, machin et tout. Et bon. Bonjour Jamy. Bonjour. Moi je me posais une question. Est-ce qu'au cours des moments où vous avez fait l'émission C'est pas sorcier, est-ce que vous aviez déjà eu envie d'abandonner les maquettes? C'est où Je suis là. D'abandonner les maquettes et de rentrer dans la petite télé où il y avait Fred et d'aller sur le terrain à sa place? Oui et non. Non, parce qu'à un moment donné, quand on fait un concept et que le concept il marche, bah c'est comme quand la mayonnaise elle prend, et ben on change pas le jaune de l'œuf et puis voilà, on continue à mettre de la moutarde. Sinon, ça marche plus pareil. Donc voilà, moi j'ai gardé. Vous mettez qui vous voulez à la place de quoi, hein. Soit j'étais l'œuf, soit j'étais la moutarde, et puis Fred était l'autre, comme vous voulez. Mais voilà. En même temps, j'avais et la suite l'a montré. Dire que j'ai eu aussi moi envie de quitter la paillasse pour aller sur le terrain.
Et heureusement, de temps en temps, j'y allais. On me mettait dans les valises quand même de temps en temps, dans les malles, quand on allait tourner à l'extérieur. Mais au bout d'un certain temps, oui, j'ai eu envie d'aller sur le terrain, de retourner sur le terrain, ce que je fais aujourd'hui. Alors, nous arrivons à la fin de cette, j'allais dire de cette émission, mais de cette rencontre. Juste un petit mot pour tous les autres qui sont dans l'autre salle. Alors justement, je vais vous proposer quelque chose et on conclura cette rencontre avec ça. J'ai fait venir 5 personnes qui n'ont pas eu la même chance que vous d'être dans la salle. Donc on va leur laisser poser à chacun leurs questions, à Jamy, et on conclura cette soirée, comme ceci. Voilà. Donc je leur donne le micro. Je sais qu'il y avait énormément de questions, mais voilà, on est obligé de privilégier ceux qui n'ont pas pu l'être. Bonjour Jamy, je m'appelle Adem. C'est que je voudrais juste vous demander si vous auriez un autre sujet sur une autre émission. Alors, oui, tu sais, des sujets sur les émissions, on en a plein dans sa tête. Et quand on fait... C'est mon métier. Donc, on a à la fois des idées de nouvelles émissions, et puis on a des idées pour alimenter une émission. Donc, des idées pour faire une nouvelle émission, oui, j'en ai, mais je ne les dis pas parce que j'ai l'habitude de ne pas parler des choses tant qu'elles ne sont pas faites. Et puis, ensuite, des sujets, ben oui, des sujets, on en a plein. Quand on décide de faire une émission, il faut avoir l'idée du sujet, mais après, il faut que d'autres personnes soient d'accord aussi. Nous, on fabrique une émission, et puis à côté, il y a des gens qui diffusent l'émission. Donc on leur dit, tiens, nous, on aimerait bien faire une émission là-dessus. Et eux, ils nous disent, ah, on est d'accord, ou ah, on n'est pas d'accord. Voilà comment ça marche. Est-ce que ça répond à ta question? Tu as le droit de dire non. Ça répond? Alors très bien. Bonsoir Jamy. Bonsoir. Donc je m'appelle Ayoub. Et bon, je sais que ça a peut-être un peu déjà été dit, mais je sais qu'aujourd'hui, quand on regarde des vidéos YouTube, quand on regarde des émissions, personnellement, l'information rentre plus facilement, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Même donc souvent de vos émissions, j'ai retenu beaucoup d'infos de C'est pas sorcier. Mais alors, Jamy, l'éducation dans le futur ne se ferait-elle pas uniquement par la télévision? J'ai pas de maquette pour répondre. Ben non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que, justement, ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, et c'est notre chance, vous l'aurez peut-être compris, je suis pas trop nostalgique. Mais aujourd'hui, la chance que l'on a, c'est de disposer de cette multitude de supports. Et c'est ce qu'il faut privilégier. C'est-à-dire qu'on a le support télé, on a l'école. Okay, et l'école qui elle-même utilise de nouveaux supports. Mais à l'école, il y a un enseignant. Et cet enseignant, il est indispensable. C'est un lien indispensable entre le savoir et la connaissance. La transmission, c'est l'enseignant. Et puis, on a la télévision. Mais la télévision, elle est, même si c'est un outil qui se renouvelle, elle vieillit. Mais elle est toujours là. Et elle est compatible avec une certaine forme de programme. Et puis à côté, il y a tous ces médias alternatifs qu'on a évoqués tout à l'heure, qui eux sont d'un usage beaucoup plus simple, parce qu'on va chercher ce que l'on veut quand on veut. Eh bien, c'est tout ça. Et puis, il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est les livres et les journaux. Et on a la chance d'avoir tout ça aujourd'hui. Donc,
il faut profiter de tout ça. Il ne faut pas se dire, allez, il y en a un qui va écraser tous les autres. Non, il faut tous les utiliser. Et je vous promets que moi, dans mon métier, aujourd'hui, je les utilise tous. Mais je n'utilise pas moins les livres que je les utilisais avant. Surtout pas. Bonsoir Jamie, écoutez, j'allais vous poser la question sur l'intérêt des nouveaux supports pédagogiques qui étaient à notre disposition et si vous étiez plus pro-tablette ou pro-livre. Je suis prof de lettres et d'histoire-géographie et j'abonde tout à fait dans votre sens, donc vous avez répondu à ma question. Eh oui, ni l'un ni l'autre. Je veux dire, les deux... Non mais encore une fois, mais je crois qu'il faut... Non mais... votre question, il faut la reposer, il faut le matraquer. Dire que tous ces outils, après c'est pareil, il ne faut pas confondre, il faut pas confondre le support et le contenu. Dire que sur les tablettes, il y a des superbes contenus, et puis il y a des trucs totalement nuls, mais comme dans les bouquins. Hein, donc il faut utiliser ces outils parce qu'on les a à notre disposition, mais il faut aussi être capable de trier. Oui, juste si vous pourriez éventuellement un jour faire un spot pour prévenir les élèves qu'il faut aussi utiliser les livres, je pense que on serait tous très contents. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Et je n'arrête pas de le dire. Et d'ailleurs, je vais lire la dictée, parce qu'on a parlé beaucoup de connaissances. Le 19 mars prochain, là, il y a la dictée des lycéens et des collégiens. On m'a demandé d'être le lecteur et je vais le faire avec très, très grand plaisir, parce que je crois que vous l'aurez compris, j'aime la connaissance, mais j'aime aussi beaucoup les mots. Voilà. Je considère que le mot est le premier outil. On parlait de conceptualisation tout à l'heure, mais le mot est le premier outil virtuel que l'homme a inventé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bonsoir Jamie, je suis un grand fan de vos émissions depuis tout petit et ma question je ne sais pas si elle a été posée, mais je voulais savoir si après avoir tourné, enregistré toutes les émissions, est-ce que vous aviez eu un sentiment d'anxiété par rapport au sujet traité? Je vois par exemple avec le clonage qui était un petit peu tabou dans le milieu scientifique à la fin des années 90 et vous avez traité dessus. Non, on n'a jamais eu parce que notre démarche a toujours été je suis pas là pour juger, je suis là pour expliquer. Et pour donner en revanche, pour donner toutes les clés pour que celui qui regarde se fasse son propre jugement. Et donc, sur ces sujets-là, moi je me souviens, encore une petite anecdote, on avait fait une émission sur les OGM, on recevait beaucoup de courriers avec C'est pas sorcier. À l'époque, il y avait plus de courriers écrits que d'emails ou de courriels. Je sais qu'il faudrait dire courriel, mais bon. Hein. De courrier électronique. Et quand on a fait l'émission sur les OGM, on avait reçu autant de lettres de pro-OGM que d'anti-OGM pour nous remercier de la qualité du programme. Bonjour Jamie. Bonjour. Donc, du coup, c'est plus un constat qu'une question au final, mais donc je vais vous demander ce que vous en pensez. Alors déjà, merci pour toutes vos émissions de C'est pas sorcier qui au final nous ont plus ou moins bercés, appris et nous ont donné une grande culture pendant notre enfance. Personnellement, je me souviens effectivement, comme me disaient tout à l'heure les dames qui sont à vos côtés, que quand on était jeunes, on nous montrait en cours des extraits de vos émissions, qu'on s'amusait un peu d'ailleurs à les parodier pendant certains cours de SVT. Il y en a des biens qui circulent sur le net. Certains exposés. J'aime beaucoup. Hein. Et du coup, je ne sais pas si vous étiez au courant, parce que vous parliez tout à l'heure de la diffusion de vos émissions. Moi, personnellement, je me souviens que quand je revenais du collège, il y a un peu plus de 5 ans, chez moi le soir, vers 17h, 18h, je pouvais voir vos émissions sur la 6 en diffusion. Et du coup, je voulais savoir si vous pensiez que ça avait joué justement au fait de pourquoi ça marche quand les enfants rentraient chez eux, se laissaient un petit temps de pause avant de commencer les devoirs et pouvaient voir vos émissions
sur la 6 et en profiter. Attends, j'ai pas saisi le. Je suis désolé. C'est pas grave, je vais reformuler. Si vous pensiez que ça avait joué au fait de est-ce que ça marche, pourquoi ça a marché, est-ce que ça apporte une réponse c'est évidemment que l'horaire de programmation est très très important. Je veux dire, diffuser cette émission à 17h30, une demi-heure après que les enfants soient rentrés de l'école, c'était merveilleux. Parce que c'était un moment, de à la fois de détente, vous voyez, parce que on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. L'émission, elle était très ludique. Et c'était d'abord une émission de télévision faite pour passer un bon moment, un moment de loisir, certes, dans lequel on diffusait des connaissances, mais c'était un moment de détente. Voilà. Et effectivement, passer ça à 17h30, c'était une très bonne idée. Et ça, bien sûr, était à l'origine du succès. Merci. Voilà, nous allons conclure cette rencontre. Je vous demande d'applaudir Jamie, évidemment. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions, pour votre patience, votre attention. Merci aussi pour tout ce que vous m'avez dit, parce que on me le dit de temps en temps, mais ça me touche vraiment. Et je vous promets que quand on fait une émission comme celle-ci, on ne recherche pas, on cherche pas la gloire. On a tous un ego. On est content de bien faire et on est content que notre travail soit apprécié. Donc merci pour tous les mots. Les gentils mots que vous m'avez donnés ce soir. J'espère que j'ai été clair dans mes réponses. Voilà. Et que parfois, peut-être certains d'entre vous s'attendaient à des réponses plus tranchées. Mais, encore une fois, et ce sera mon mot de la fin, c'est-à-dire, ne confondons pas les genres. Ne confondons pas les genres. Je ne suis qu'un animateur de télévision, pas un expert.